Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. À quelques jours des élections législatives et municipales, la question du fédéralisme s'impose dans le débat au Cameroun. Il est important de discuter de la forme de l'État, estime une partie de l'opposition et de la société civile. 2 milliards de dollars, les fonds mobilisés en 2019 par les startups africaines, soit une augmentation de 74% par rapport à 2018. Et la nouvelle zone franche économique spéciale à Maritini au Kenya, les détails du projet sont désormais connus. Ils ont été exposés par le gouverneur adjoint de Mombasa, William Kingi. La campagne électorale en vue des élections législatives et municipales du 9 février se poursuit au Cameroun dans un contexte marqué par la crise anglophone. Le débat sur la forme de l'État, avec notamment le retour ou non au fédéralisme, s'invite dans les différents sujets qui entourent ces élections. Thierry Ndassa. La question de la forme de l'État reste au centre des débats au sein de l'opposition camerounaise. En course pour les législatives et municipales dans la région du littoral, certains partis politiques d'opposition tels que le mouvement des écologistes du Cameroun n'entrevoient l'avenir du pays que dans son unité. Monsieur Cabral Libi, avec ses candidats, partout où ils seront, leur objectif, c'est la mise sur pied d'un État fédéral communautaire, dont personne ne sait très bien de quoi il est question. Monsieur Joshua aussi et le SDF, ils vont proposer l'État fédéral, on ne sait pas très bien si c'est sur le modèle linguistique, avec sur la base d'un État anglophone et d'un État francophone, ou bien je ne sais pas si c'est un État fédéral à 10 États fédérés, mais comment seront-ils? On n'en sait rien du tout. La réunification du Cameroun, selon certains membres de l'opposition, est la résultante de plusieurs années de lutte et de sacrifices. Un retour au fédéralisme n'aurait d'après eux rien de progressiste. Certains voient en cette forme de l'État un retour au repli identitaire. Il est hors de question pour cela d'abandonner notre pays à la déperdition, de dépecer notre pays. Parce que, comme on pose la question, à qui profite le crime? À qui profite les crimes de sécession en Afrique? Aux puissances occidentales. Le fédéralisme pour le Parti camerounais pour la réconciliation nationale de Cabral Libi n'est qu'une question de contenu. Tout dépend de ce qu'on veut bien y mettre. Ce n'est pas le mot qui compte, ce n'est pas le contenant qui compte. C'est les modalités de conciliation des différences qui comptent. Appelez ça décentralisation si vous voulez. La question de la forme de l'État reste sans équivoque pour le gouvernement camerounais attaché à l'unité du pays. Un statut spécial aux régions anglophones a d'ailleurs été adopté au Parlement suite aux recommandations adoptées lors du Grand Dialogue national en 2019. Un an que le président Félix Tshisekedi est à la tête de la République démocratique du Congo où les attentes sont immenses. Nombreux sont ceux qui insistent sur la nécessité d'une rupture avec les anciennes présidences. Alors, quel bilan tirer de cette première année de gouvernance? L'UDPS, le parti du chef de l'État, a fait le point lors de récents travaux. Reportage signé Jacques Mboka. Après 3 jours de travaux d'évaluation sur l'an 1 de la gestion du pays par le chef de l'État Félix Tshisekedi, le parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, s'est dit satisfait des actions menées par le chef de l'État. Parmi les résolutions prises à l'issue de ces travaux, clôturés ce jeudi 30 janvier 2020 à Kinshasa, figure la mise en place d'une commission chargée de suivi des actions du chef de l'État. Le constat qui s'en dégage, c'est qu'en une année d'exercice du pouvoir, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réalisé beaucoup de promesses contenues dans son programme de campagne électorale, lesquelles s'inscrivent à son tour dans le projet de société du parti. Avec l'UNC de Vital Kamerhe, UDPS forme le Cap pour le changement qui est en coalition avec le Front commun pour le Congo de l'ex-chef de l'État Joseph Kabila. Une coalition avec des rapports des fois tendus, faisant de la gérance des alliances un vrai défi. Pour nous, le peuple passe avant toute chose. Parce que nous nous sommes battus pendant 38 ans pour
la démocratie pour les intérêts du peuple congolais. L'Union pour la démocratie et le progrès social a par ailleurs mis en garde les membres du cabinet du chef de l'État qui se compromettraient dans l'exercice de leurs fonctions. Créé en 1982, ce parti a combattu pendant 38 ans pour un état de droit et le progrès social. Les 4 ans à venir sont déterminants pour l'UDPS d'éprouver sa capacité de gérer les pays, estiment les analystes. La question a fait l'objet d'une rencontre d'experts à Dakar et une nouvelle fois, les États sont appelés à créer un marché unique aérien. L'objectif étant d'améliorer la compétitivité entre les compagnies africaines qui, plus que jamais, affichent une volonté de saisir l'opportunité qu'offre l'espace aérien du continent, jusque-là exploité principalement par des sociétés européennes et du Golfe. Aïssatou Bari. Conformément aux prévisions de trafic à long terme de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI, le trafic passager en Afrique devrait augmenter de 4,3% par an jusqu'en 2045. Le trafic fret devrait également croître plus rapidement que la moyenne mondiale à 3,9% par an et le secteur devrait générer jusqu'à 9,8 millions d'emplois d'ici 2036. Parmi les 28 États adhérents au MUTA, à ce jour, on dénombre seulement 18 pays qui ont signé le protocole d'application. Autre mesure, si tout le ciel africain est libéralisé d'un seul coup, cela aura pour mécanisme d'affecter négativement leurs transporteurs nationaux qui ne se portent déjà pas bien. Au vu des potentialités du secteur, les différentes parties prenantes s'activent pour l'opérationnalisation de l'Open Sky, un projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine, le marché unique du transport aérien africain, MUTA qui vise à libéraliser l'aviation civile sur le continent à terme, favoriser l'intégration économique. D'une intégration augmenterait le PIB de 1,3 milliard de dollars. Cela entraînera la création de plus de 155 000 nouveaux emplois. D'après les chiffres publiés par Forward Case, en 2019, le marché aérien africain a progressé de 7,5%, mené par les atouts de capacité d'Ethiopian Airlines, de Kenya Airways ou encore de la Royal Air Maroc. Au 1er janvier 2020, on note déjà une hausse des réservations de 12,5% par rapport à 2019. Les startups en Afrique ont le vent en poupe. Elles se développent et attirent les investisseurs du monde entier. 2019, l'année de tous les records. Les startups du continent sont parvenues à lever au total plus de 2 milliards de dollars. L'Afrique, un continent où l'on fait des affaires. Les explications d'Aïssatou Bari. 2 milliards de dollars levés par les startups africaines en 2019. C'est à la fois le double des fonds levés en 2018 qui étaient de 1,16 milliard de dollars, mais également 2 fois plus que les estimations pour 2020 réalisées il y a 5 ans par le rapport annuel Partech Africa. Ce qui dénote d'une grande maturité du secteur selon les spécialistes. Effectivement, pour l'expérience de la Crénotech que je dirige, c'est qu'on a effectivement levé ces 3 dernières années de l'argent, mais c'est pas des financements qui permettraient à une entreprise comme la nôtre de passer à l'échelle. Donc il y a eu beaucoup plus d'investissements qui ont été faits, beaucoup plus dans la communication, dans la propagande autour de la start-up que des investissements qui ont été faits concrètement dans la croissance de l'entreprise. Les levées réalisées par les start-up se densifient tant au niveau du flux que du stock. Le nombre de start-up ayant levé des fonds s'établit à 234 en 2019, contre 146 en 2018, le plus souvent auprès de fonds d'amorçage. Il y a des améliorations, mais ma question est de savoir les améliorations se retrouvent à quel niveau. Je rencontre des confrères qui ont levé plus d'1 million d'euros, mais après 2 mois, après 6 mois, ils n'ont aucun produit sur le marché. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que effectivement ces financements sont injectés dans le développement de l'entreprise, dans la croissance, dans le fonds de roulement, dans la trésorerie? À noter que 54,5% des fonds levés sont au bénéfice de l'inclusion financière, 41% pour la FinTech, dont le champion continental est le Nigeria, qui lève un record de 747 millions de dollars en 2019, dont 62% dédiés au FinTech, révèle Partech Africa.
Au Kenya, les contours de la nouvelle zone franche se précisent. Il s'agit d'une zone économique de plus de 240 hectares qui sera installée à Maritini, une banlieue de Mombasa, avec les avantages fiscaux permettant d'attirer l'investissement. L'enjeu pour le Kenya est d'aller vers une plus grande diversification du secteur de la logistique. Corinne Kamzefem. Le Kenya va installer une nouvelle zone franche économique spéciale à Maritini, à Mombasa. Prévue pour être logée sur environ 242 hectares, cette deuxième zone économique spéciale constituera une nouvelle niche d'emploi avec un impact certain sur la croissance économique du pays, qui devrait se situer à 6,2% en 2020. Donc, le Kenya a initié depuis quelques années des véritables réformes en matière de stratégie d'investissement en ouvrant des zones économiques spéciales en vue notamment de décongestionner la capitale de Nairobi où la pression démographique est tout à fait très élevée. À l'instar du Kenya, de nombreux pays africains ont opté pour la création de zones économiques spéciales. En plus de favoriser le développement des économies nationales, les zones économiques spéciales constituent, selon les experts, un tremplin pour l'arrivée de capitaux, de technologies, mais aussi de talents. Beaucoup d'économies africaines se sont orientées ces 20 dernières années sur la création des zones économiques spéciales. Le cas de la Côte d'Ivoire, c'est la zone économique de Grand Bassam. Le Togo également s'est initié. Le Mali l'a fait avec la zone économique de Koulikoro. Également, vous avez le Burkina Faso, parce que ce sont des zones spéciales qui permettent alors d'augmenter les investissements directs étrangers en direction du pays en tant que tel. Face à une forte urbanisation et une pression démographique galopante dans les capitales africaines dont nous avons hérité de la colonisation. Le projet pour la première zone économique spéciale du Kenya a été initié en 2017 avec un accent sur les secteurs chimiques, de l'agro-industrie, de construction et de l'hôtellerie. La création de ces zones franches s'inscrit dans la politique plus globale de Kenya Vision 2030 qui a pour but de développer plus largement l'industrie. Le stockage des produits et la lutte contre le gaspillage alimentaire, certainement l'un des défis qui se posent aux agriculteurs et aux revendeurs. En effet, bien souvent, faute de système de stockage efficace et approprié, les produits qui résistent très mal aux conditions climatiques finissent par pourrir. Chaque année, c'est 37% de la production qui se trouve ainsi perdue. Corinne Kamzefem. Les pertes post-récolte sont un problème majeur pour l'agriculture en Afrique. Le Programme alimentaire mondial estimait en 2019 que celle-ci s'élevait à 37% pour toute la production du continent, un taux équivalent à 48 milliards de dollars. Spécifiquement, la part des céréales dans ces pertes représente 10 à 20% des grains produits annuellement, soit en valeur 4 milliards de dollars. Par ailleurs, 10% de la récolte est perdue en Afrique de l'Ouest et 9,5% en Afrique de l'Est. Lorsque on récolte les produits, il y a plusieurs manières de pouvoir les conserver. Alors, on peut les conserver en les transformant. Vous allez remarquer que dans la plupart des pays africains, les systèmes de transformation ne sont pas développés pour faciliter la conservation. Il y a aussi ce problème de mise au marché. Quand on produit plus, ce qu'on appelle les excédents de production sont destinés à aller sur le marché. Alors, si vous voulez donc porter vos produits sur le marché, il faut bien que les conditions vous soient faciles ou tout au moins rentable de transporter vos produits sur le marché. Bien évidemment, il y a aussi cet élément d'habitude de consommation. Il y a des régions où on aime consommer les produits dans leur état naturel. On n'aime pas les sécher. Un cas préoccupant s'agissant des pertes post-récolte est celui du Soudan. Les derniers chiffres en la matière révèlent que les pertes annuelles ont atteint 30% de la récolte nationale, correspondant à 1 milliard de dollars. Pour y faire face, le Programme alimentaire mondial a lancé depuis 2019 une campagne de vulgarisation pour un type de stockage spécifique. Les sacs de stockage hermétiques sont une solution simple et le Programme alimentaire mondial en fait la promotion auprès des petits exploitants tout en travaillant en même temps à accroître leur sensibilisation aux pertes après récolte. Le système de récépissé d'entrepôt s'illustre aussi comme un moyen efficace de lutter contre les pertes post-récolte. Ce système permet aux agriculteurs de déposer des marchandises stockables en échange d'un récépissé d'entrepôt. Il est déjà expérimenté avec succès en Éthiopie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.